Pour continuer sur les déclarations de conflit d'intérêt, figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, un ministre de la Santé qui est médecin à Marseille, qui s'intéresse beaucoup à l'éthique, qui a monté un groupe éthique, et là, il s'intéressait aux algorithmes diagnostiques. Et donc, on en parle, et à la fin, donc on parle de Dehaene et de ses travaux. Il dit, oui, mais Dehaene, c'est un élève de Changeux, c'est un matérialiste, je ne supporte pas ce qu'il dit, c'est inaudible. Et alors là, je me dis, mais zut, ben oui, effectivement, Dehaene et Changeux, ils sont matérialistes, d'accord, mais bon, enfin, moi ça me pose problème de dire une chose comme ça. Et j'y ai réfléchi, et en fait, je pense qu'il a raison que normalement, surtout quand on fait un topo en psychiatrie, on devrait quand même dire quelles sont nos références ontologiques du sujet pensant. Et donc, du coup, j'y réfléchis et je vais vous faire ma déclaration de conflit d'intérêt relativement à ça. Et parce que vous allez avoir, bien sûr, que ça interagit avec tout ce qui a été proposé. Alors donc, il y a des matérialistes et des spiritualistes. Les matérialistes considèrent qu'il n'y a que de la matière et que ce qu'on appelle la pensée peut être expliqué entièrement par la matière, et les spiritualistes pensent que le contraire, c'est-à-dire qu'il existe un esprit et que cet esprit a une nature, une origine différente de ce que peut expliquer la matière. Et donc vous avez des champs philosophiques complètement étanches entre les uns et les autres. Alors bien sûr, les gens qui croient en Dieu, en principe, sont spiritualistes, mais vous avez Descartes qui est un spiritualiste, etc. etc. Alors, moi j'ai réfléchi, moi, personnellement, je suis un dualiste narratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que sujet humain, je suis spiritualiste, c'est-à-dire tout ce que je le vis en tant que sujet pensant. Et là, en ce moment, je vous regarde, je vous parle, je vois des choses, mais ce que j'expérimente, pour moi, a une consistance immatérielle. En tout cas, c'est ce que je vis, moi, en ce moment. Je vis dans quelque chose qui ne se touche pas, qui relève d'images, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc ça, c'est une réalité d'expérience. Pour moi, l'expérience de la vie est immatérielle. Alors, néanmoins, dans ma vie, je m'interroge sur cette expérience et j'essaie de l'expliquer. Alors, par moments, je l'explique comme ça, c'est-à-dire de façon romantique, en allant dans un musée, en voyant des tableaux, en écoutant de la musique, en faisant une déclaration d'amour, etc. Et c'est toujours relativement spirituel. Et puis, par moments, en particulier comme scientifique, j'essaie d'expliquer cette expérience subjective de la vie à partir de la matière. Et en tant que scientifique, effectivement, je considère que, compte tenu de ce que l'on raconte à propos du fonctionnement de la matière, ça suffit pour expliquer tout ce que je ressens en tant que sujet pensant. Donc, vous voyez, hein, je considère, pour le dire vite, qu'il existe de la matière. Vous savez que c'est compliqué à décrire, mais on va pas, c'est pas l'objectif, hein. Et que cette matière, quand on l'étudie dans le détail, elle permet de raconter une histoire sur ce que je vis en tant que sujet pensant, qui est quand même l'essentiel de ce que je vis. L'essentiel au sens de primordial, au sens de c'est ça que je vis. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un dualisme narratif, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne peux pas dire le contraire, que d'un côté, il y a de l'esprit immatériel, c'est ce que je ressens et ce que je vis, et de l'autre côté, quand même, je ne peux pas faire l'exception de considérer que la matière existe, parce qu'en plus, il faut être honnête, parfois elle fait mal. Et puis en plus, on est relativement tous d'accord pour dire qu'elle est là, et on est relativement tous d'accord pour dire qu'elle est la même pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que j'ai un téléphone et vous savez tout ce que c'est un Samsung, vous savez tout ce que c'est, etc., etc. Donc on est tous d'accord, il y a une intersubjectivité sur la notion de matière,
une intersubjectivité forte. Cette intersubjectivité nous permet de raconter des histoires entre nous, des histoires fortes, solides, scientifiques, mais ce ne sont que des histoires qui nous permettent d'essayer de parler de ce mystère relatif qu'est l'expérience de la subjectivité. C'est très proche, en fait, quelque part, du film Matrix, que vous avez sûrement tous vu, c'est-à-dire que l'histoire que je raconte, ben, c'est l'histoire que on vit ensemble, etc., que j'ai un corps, que j'ai un organe particulier qui s'appelle le cerveau, que beaucoup de collègues étudient dans le détail, que cet organe, comme les ordinateurs dans Matrix, crée un univers virtuel dans lequel, moi, sujet pensant, je suis coincé. Moi, sujet pensant, je suis en fait une construction virtuelle créée par mon cerveau et je suis désespérément coincé dans cet univers virtuel. Je ne pourrai jamais en sortir. Et cet univers virtuel disparaîtra quand je mourrai. Donc, on ne peut pas dire que l'esprit existe vraiment comme ça, enfin en tout cas, je vous donne ma position, que l'esprit existe vraiment comme un truc, une onde ou un truc comme ça. Hein. Non, c'est la production imaginaire. Je fais partie d'un univers comme la matrice dans le film Matrix. Alors bien sûr, la différence avec Matrix, c'est que cet univers virtuel dans lequel moi, sujet pensant, je suis coincé, ben cet univers virtuel est quand même calé un peu sur la matière, c'est-à-dire que je vois une table et je la touche et je peux dire, et je dis qu'elle est de la matière, et puis qu'elle est intersubjective, cette matrice. Donc, voilà ma déclaration d'intérêt. Alors, donc on vous a donné le titre de l'intervention de la physiopathologie, de la physiologie au cliniquement significatif. Donc on va commencer par physiologie. Et la première question, c'est finalement, est-ce qu'un médecin a besoin de la physiologie pour faire la médecine? Figurez-vous que ce n'est pas une question, parce que je suis sûr que tous, vous vous dites, ah quand même il exagère, la médecine, c'est de la biologie, enfin bon, bien sûr qu'on a besoin de... Alors je me souviens, premier gouvernement Mitterrand, il y avait l'ancien doyen Necker qui était conseiller de la ministre de la Santé, et il avait proposé, Jean Rey s'appelait, il avait proposé une réforme radicale des études de médecine, une disparition du premier cycle. Vous pouviez faire un premier cycle de maths, de beaux-arts, etc. À la fin, vous faisiez un dossier et vous proposiez le dossier pour entrer en second cycle d'études médicales. Moi, je pense que ça aurait été extraordinaire de faire ça. Ça aurait été extraordinaire. Et donc, il faisait la tournée des doyens et des amphis pour vendre son projet, qui n'a jamais vu le jour, vous avez remarqué. Et il disait, oui, parce que bon, finalement, la mitochondrie, on s'en fout quand on est un médecin. Hein. Et quand une fois parti, le doyen avait dit, vous vous rendez compte ce qu'il a dit? On se fout de la mitochondrie. Non, mais où on va? Alors que bon, on s'en fout complètement quand on est médecin, les mitochondries. On s'en fout complètement, quoi. À part les maladies mitochondriales, enfin bon, et même, à quoi ça sert de savoir que c'est une mitochondrie, quoi. Donc c'est une vraie question. Alors bien sûr, c'est en porte-à-faux avec les études biomédicales. Hein. J'ai compté à 600 heures de cours de biologie de près ou de loin dans le premier et second cycle des études médicales pour entre 5 et 15 heures de psychologie médicale. Hein. Eh bien, en fait, regardez votre pratique. Regardez la pratique d'un médecin généraliste. Je ne dis pas d'un réanimateur. Un réanimateur, un néphrologue, oui, il a besoin de biologie, on est bien d'accord. Mais un médecin généraliste et un psychiatre, franchement, à quoi ça sert de savoir qu'un antidépresseur sérotoninergique, ça inhibe la recapture de la sérotonine? À quoi ça sert? Puis de toute façon même, est-ce que c'est vraiment pertinent? On n'en sait rien. Alors que, on parlait de psychanalyse, oui, je suis désolé, ça sert. Ça sert dans la vie de tous les jours. Et on pourrait imaginer une pratique médicale qui serait que sémiologique et statistique. C'est-à-dire, on dirait bonjour au patient, on discuterait, on verrait les signes et les symptômes, on ferait des syndromes, et en fonction des syndromes, on aurait
un pronostic et une thérapeutique statistique. C'est l'evidence-based medicine. En principe, l'evidence-based medicine est indépendante de la physiologie. Hein, en principe. Et donc, en principe, on pourrait imaginer une pratique médicale complètement indépendante de la physiologie, à part pour quelques spécialités médicales. Et on aurait beaucoup plus d'évidence-based medicine et de psychologie médicale. Et franchement, je ne suis pas sûr que ça marcherait moins bien. Alors, du coup, pourquoi alors parler de la physiologie, et puis pourquoi on en apprend autant à la faculté de médecine? Et là, il faut revenir vous voyez, à la définition d'une maladie. Qu'est-ce qu'une maladie? Eh bien, figurez-vous qu'on ne trouve pas toujours la même définition en fonction des livres. Ce qui est consensuel, c'est les syndromes, donc un ensemble de symptômes et de signes, donc de la sémiologie, statistiquement co-occurrents, vous êtes tous au courant, hein, qui permet de dresser un pronostic et de définir une thérapeutique. Vous êtes tous au courant de ça. Et alors, dans la moitié des textes, ça s'arrête là, et dans la moitié des textes, il y a... Et il faut en plus qu'il y ait un mécanisme qui puisse expliquer l'origine de la maladie. Donc on voit, vous voyez ce que je veux dire, hein, la physiologie qui pointe le bout de son nez. Alors déjà, première remarque, en fait, cette histoire d'étiologie, en fait, certains cliniciens éprouvent le besoin de la mettre au premier plan et pas d'autres. Ce qui a à voir, bien sûr, avec tout le préliminaire dont je vous parlais. Alors, pourquoi, après tout, pour définir une maladie, on aurait besoin de définir sa cause? Alors, vous me direz, parce que pour soigner, il vaut mieux connaître la cause, ce qui n'est pas vrai 9 fois sur 10. Hein, 9 fois sur 10, on soigne les maladies sans connaître la cause. Un cancer du poumon, un infarctus du myocarde, une schizophrénie. Le cancer du poumon, la cause, c'est le tabac. Bah, une fois que les gens ont le cancer du poumon, ils peuvent continuer à fumer, c'est plus tellement le problème. Et en tout cas, la thérapeutique n'a rien à voir avec l'arrêt du tabac. Et puis pareil pour la schizophrénie. Bon, on a quelques histoires sur la cause de la schizophrénie. Le traitement n'a pas grand-chose à voir. Donc l'immense majorité des maladies... Alors la prévention, on est bien d'accord. La prévention, il vaut mieux connaître la cause. Mais on va y revenir. On pourrait même discuter, est-ce que la prévention c'est de la médecine? On pourrait même discuter de ça. Ça se discute. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la prévention des troubles mentaux dans une société, ça suscite des débats qui dépassent de loin la question de la médecine. Alors, tout ça pour dire que pourquoi on met la cause des maladies? En plus, c'est extrêmement prétentieux. La plupart des maladies, mais en particulier des maladies somatiques, on ne connaît pas les causes, on ne connaît pas le mécanisme. Et en plus, parfois, on croit qu'on connaît les mécanismes. Vous prenez la tuberculose, par exemple. Alors, c'est toujours, vous voyez, c'est toujours l'image, parce qu'on connaît la physiologie. Avant, on ne connaissait pas la cause de la tuberculose, on faisait n'importe quoi pour me soin. On faisait boire du sang, etc. Enfin, c'était complètement comme Hippocrate, quoi. Et puis, une fois qu'on a su que c'était un germe, ben, on a donné un antibiotique. Donc, vous voyez la puissance possible de la physiologie dans la pratique médicale. Bon, et là, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de Claude Bernard, on le retrouve là, naturellement. Hein. Mais figurez-vous qu'en fait, c'est un leurre. C'est que, est-ce que le bacille de Koch est la cause de la tuberculose? C'est une condition nécessaire, ce n'est pas la cause. Hein. Il y a une vulnérabilité génétique à la tuberculose. Le niveau socio-économique du patient explique une partie de la variance de la tuberculose. On est bien d'accord, hein. Si ici on est exposé au bacille de Koch, on ne fera pas tous la tuberculose, alors que c'est la même condition nécessaire. Donc en fait, la cause de la tuberculose, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. Alors, pourquoi sans arrêt fait-on référence à la physiologie pour la médecine? Eh bien, je pense avant tout pour donner du sens. La physiologie permet de structurer les connaissances médicales et en particulier sémiologiques. Alors la physiologie,
là, vous voyez, j'ai fait un passage à l'acte, c'est que je mettais étiologie. Normalement, dans la définition de maladie, il y a syndrome, valeur pronostique et thérapeutique, avec un mécanisme étiologique. Vous voyez, déjà, il y a un premier glissement. Bon, bien sûr, c'était dans l'intitulé du topo, mais qu'est-ce qui vous fait dire que le mécanisme, il est forcément physiologique, hein, ce qui, naturellement, pour la psychiatrie, est quelque chose d'essentiel. Bref, mais je suis sûr que vous avez constaté, pendant vos études de médecine, que c'est vrai que c'est quand même rébarbatif d'apprendre toute la sémiologie comme ça, et que la sémiologie de l'insuffisance cardiaque, eh bien, quand on sait comment fonctionne un cœur, etc., elle est plus facile à apprendre. C'est-à-dire que pour un médecin, la physiologie est avant tout un moyen mnémotechnique. Alors, c'est quand même un moyen mnémotechnique, il faut lui rendre grâce, qui en plus fonctionne drôlement bien. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, vous savez que le Lasix marche, donc il n'y a pas besoin de faire de la physiologie. Mais en plus, la physiologie vous permet de vous en souvenir. Parce que, effectivement, c'est comme une saignée. C'est-à-dire, si le patient pisse, eh bien, ça décongestionne la surpression, et donc il va aller mieux. Vous voyez, cette logique physiologique vous permet d'être plus à l'aise et d'être plus efficace dans vos propositions thérapeutiques. Et on fait ça en médecine tous les jours avec les patients. C'est-à-dire, il a été voir un rebouteux qui lui a proposé ça, et vous dites, mais c'est pas logique. C'est pas logique, ce traitement-là, ça peut pas marcher. C'est pas comme ça qu'elle est, votre maladie. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Moi, je vais vous donner un médicament qui va fonctionner conditionnellement à ce que je sais du mécanisme de la maladie. Alors, il se trouve qu'en général, on a raison en faisant ça. En général, on a raison, mais pas toujours. Pas toujours, c'est que... Alors, d'abord, parfois, le patient guérit avec le rebouteux. Moi, j'ai eu un patient encoprétique. C'est sacrément difficile à soigner. Sacrément. Ça faisait 4 ans que je le voyais régulièrement pour autre chose, mais il y avait quand même son encoprésie dont je devais m'occuper, et je n'y arrivais pas. Il est allé voir une fois un rebouteux, il a été guéri définitivement. Chapeau. Chapeau. Il n'y a sûrement aucune physiologie derrière ce que fait le rebouteux, mais on est obligé de constater qu'il a fait le job. Premier point. Deuxième point, la physiologie fait raconter des bêtises. Et fait même décider de thérapeutiques erronées. Par exemple, après un infarctus du myocarde, il y a des troubles d'urine ventriculaires. Ces troubles d'urine ventriculaires tuent les gens. Donc, il est logique, pour éviter cette mortalité post-infarctus, de donner un antiarythmique. Et en plus, vous faites l'essai randomisé, et l'antiarythmique diminue le nombre de tachycardies ventriculaires après l'infarctus. Voilà, une pensée à la fois statistique et physiologique, qui fait que les patients vont aller mieux. Eh bien, figurez-vous que si vous faites un essai randomisé et que vous regardez la mortalité, c'est les patients sous antiarythmiques qui meurent plus que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on explique, et souvent ça marche, mais pas toujours. Même en cardiologie, où là quand même la cardiologie, la physiologie, c'est limpide. On m'a appris à la faculté de médecine que les bêta-bloquants étaient contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Ben c'est normal, ça empêche le cœur de battre vite. Si le cœur n'est pas très puissant et que vous l'empêchez de battre vite, ben c'est la catastrophe. Donc c'est une contre-indication. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une indication. C'est une indication, c'est le contraire. Les bêta-bloquants sont utiles dans l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez que la physiologie, son rôle dans la médecine n'est pas si clair que ça. Alors s'il n'est pas clair, pourquoi est-elle aussi présente? Alors, en plus pour nous il y a deux questions. C'est que on a besoin de théories pour structurer le savoir sémiologique. Moi j'accepte ça. J'accepte ça. Mais alors, premier point, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que la physiologie serait la seule théorie susceptible d'organiser le savoir en psychiatrie et en médecine en général? Or,
je reviens à ce que je vous disais au début, quand même aujourd'hui c'est le cas. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Citez-moi une autre théorie que la physiologie ou la physiopathologie qui est susceptible dans l'académie, c'est-à-dire dans la faculté de médecine, d'expliquer la survenue des maladies. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et là, c'est problématique. Pourquoi? Ben, souvenez-vous de ma déclaration de conflit d'intérêts. C'est que la physiologie, c'est du matérialisme dur. Et donc, on voit que ça va commencer à poser problème. C'est que l'ontologie implicite de la pensée médicale moderne, elle est matérialiste dure. Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et forcément, ça va, à un moment donné, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes. Alors, mais pourquoi donc alors? Pourquoi on néglige ça? C'est une vraie question. Et pourquoi on néglige ça au carré en psychiatrie? Parce que je veux bien qu'en néphrologie, la théorie qui explique l'insuffisance rénale, c'est la physiopathologie. Bon, d'accord. Mais même, pourquoi alors à ce moment-là, des gens ne vont pas aller en dialyse? Pourquoi il y a des conduites d'autodestruction dans les maladies chroniques? Vous croyez que c'est la physiologie qui va expliquer ça? Donc même avec la néphrologie, c'est pas si clair que ça. Mais en psychiatrie, vous croyez franchement que... alors, mais peut-être que vous croyez que, et c'est justement ça le mot, peut-être que vous croyez que la compréhension intime du fonctionnement du cerveau permet d'épuiser les explications concernant le sujet pensant. Peut-être que vous le croyez, et dans ce cas-là, vous êtes consistant épistémologiquement. Et c'est votre droit. Alors, premier point. Deuxième point, bon, peut-être qu'au-delà de ces considérations épistémologiques, on va dire, ouais, mais ça marche, quoi. Parce que, bien sûr, j'ai pris 2 exemples en cardiologie où la physiologie ne marche pas. Mais enfin, à côté, il y en a des centaines où ça marche. Bon. Donc on peut accepter qu'il y ait des bugs parce que c'est le prix à payer pour un truc qui est massivement efficace. Je partage en partie ce point de vue. Je partage en partie ce point de vue qui est un point de vue pragmatique de la domination physiologique sur la pensée psychiatrique, sur la pensée médicale. Effectivement, il faut être honnête, la physiologie en médecine, ça permet de sauver des vies quand même, il faut être honnête. Mais en psychiatrie, à part la stimulation profonde, est-ce que vraiment la physiologie, ça aide à soigner les gens? La physiologie en médecine, là récemment ça a permis de trouver des anticorps monoclonaux qui marchent, alors là vraiment avec une pensée physiologique, hein. Les anti-TNF-alpha dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est un vrai progrès et c'est complètement physiologique, hein. Des thérapies vaguement ciblées en cancérologie, pareil, donc il y a des trucs qui marchent. Mais en psychiatrie, est-ce qu'on a eu des choses comme ça? Le design moléculaire des antipsychotiques ou des antidépresseurs, à mon œil, hein, c'est pas... C'est du screening sur des modèles animaux. Le niveau de pensée physiologique, il est pour faire joli. Hein. On a encore... Enfin, les mécanismes dopaminergiques, sérotoninergiques, de récepteurs D2, machin, etc., D4, D6, enfin voilà, sur le fait que tel antipsychotique marche plutôt comme ci, plutôt comme ça, c'est n'a étayé par aucune étude statistique. Hein. C'est du baratin physiologique. Peut-être que ça aide les savants à avancer dans leur science, hein. Je respecte ça. Hein. Mais citez-moi une étude statistique qui montre qu'il y a une relation claire entre les profils de récepteurs des médicaments et le phénotype, l'amélioration phénotypique du patient. Ça fait 30 ans qu'on cherche ça et on ne trouve pas. Donc, en psychiatrie, alors il y a la stimulation profonde, on est d'accord, qui obéit à une vraie logique physiologique. Et bon, c'est quand même 30 patients par an en France, hein. Alors qu'il y a à peu près 2-3 millions de patients psychiatriques. Bon, vous voyez la marge. Hein. Donc, alors peut-être pour le futur. Alors là, bien sûr, comme le futur, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, on est obligé de dire, ok, mais en plus, je suis de mauvaise foi, franchement, peut-être que oui. Peut-être que oui.
Peut-être que dans 10 ou 20 ans, peut-être qu'on aura des anticorps monoclonaux comme dans la polyarthrite rhumatoïde, et peut-être que ce sera une révolution dans le traitement des maladies psychiatriques. Franchement, je pense que ce n'est pas impossible. Mais quand même, d'avoir une théorie tellement dominante juste sur un pari pour l'avenir, c'est franchement gonflé. Alors, donc, ce n'est pas la seule explication. Qu'est-ce qu'il y a comme autre explication? Le fantasme de vérité. C'est que c'est très difficile pour un médecin d'être dans le doute. C'est pour ça que beaucoup de cliniciens fétichisent tellement les diagnostics. Hein. Et puis c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc. Parce qu'au moins le mot fait la chose, quoi. Une fois qu'on a donné le diagnostic, il est là, voilà, on a un truc solide sur lequel s'appuyer. Et c'est vrai que la physiologie, la biologie moderne est complètement fascinante. C'est complètement, j'allais dire c'est magique, c'est pas le mot du tout, mais c'est bluffant. C'est bluffant de complexité et de dureté. C'est à leur manip, ça marche, hein, c'est reproductible plus que les nôtres. Donc, du coup, d'avoir une théorie aussi forte dans notre pratique médicale, aussi déstabilisante, eh bien, ça permet de se rassurer. Ça permet de pouvoir tenir un discours de vérité. Et c'est vrai. Dites, ah ben, vous avez ça, on appelait ça schizophrénie avant, mais en fait, ça a à voir avec les dopamines, etc. C'est pas du baratin, hein, c'est vraiment dans votre cerveau, c'est des neuromédiateurs qui vont pas, et moi, je vais vous donner un médicament qui va corriger le trouble. Et en plus, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, bien sûr, hein, mais c'est un peu vrai. Et que, bien sûr, vous êtes au courant, c'est très compliqué. Et puis la physiopathologie de la schizophrénie, c'est encore olé olé. Donc, un fantasme de vérité. Après, il y a l'esthétisme. Eh bien, on est comme tous les êtres humains, on aime bien les choses belles, et les théories physiopathologiques des maladies, aujourd'hui, sont superbes. Même moi qui ne suis pas branché là-dessus, vous avez pu le remarquer, franchement, quand je suis en congrès et que je vois des neuroscientifiques qui parlent d'hyperactivité de l'enfant, d'autisme, etc., c'est fascinant. C'est fascinant d'intelligence. Quand on est un peu scientifique, on se dit quel boulot c'est pour arriver à des résultats comme ça. C'est une pensée extrêmement puissante, élégante, qui explique. Et donc on est bluffé par l'esthétisme et on aime les trucs beaux. Hein, et donc on adhère. Et puis, il y a les positions idéologiques. C'est que, bien sûr, mettre en avant la physiologie en psychiatrie, eh ben, ça permet de passer au passage une vision personnelle de ce que l'on considère comme étant le fonctionnement psychique d'un sujet. C'est-à-dire, comme je vous le disais, eh ben, au passage, je vends une pensée matérialiste dure. Et comme ça, hop, sans le dire, de façon complètement anodine, alors que ça ne l'est absolument pas. On va le voir en pratique. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que, on va arriver à la deuxième partie, qui va être plus rapide, hein, le cliniquement significatif. C'est que, avec la physiologie, alors, où est le cliniquement significatif? Mais tu as dit le mot, hein. C'est le fonctionnement, c'est normal. Vous avez de la physiopathologie, vous avez des dysfonctionnements d'organes. Donc l'impact clinique, c'est le dysfonctionnement du sujet. Et ce paradigme-là, c'est un peu un paradigme, il est venu de la conjonction entre les neurosciences qui sont de la physiologie et quelque chose qui n'en était pas mais qui en est devenu, qui sont les sciences cognitives. Parce que les sciences cognitives à l'origine, c'était étudier le fonctionnement psychique, donc c'est spirituel, de l'humain considéré en tant que système traitant de l'information. Ça n'est pas matérialiste. Les sciences cognitives à l'origine ne sont pas matérialistes. L'information, ce n'est pas matériel. Mais vous savez qu'il y a eu un mariage extraordinairement efficace entre
les neurosciences, le fonctionnement du cerveau et le sujet en tant que traitant l'information. Puisque, bien entendu, on peut décrire le cerveau aussi comme un système traitant de l'information. Le sujet pensant est un système traitant de l'information et le cerveau est un système traitant de l'information. Donc on peut marier les deux et on fait les neurosciences cognitives. Et les neurosciences cognitives, eh bien, une maladie, c'est une anomalie du système traitant l'information qui conduit à ce que le sujet lui-même dans sa vie dysfonctionne. Et c'est ça aujourd'hui le cliniquement significatif. Et alors c'est très intéressant parce que ce point de vue-là imbibe tout le champ, y compris celui de la santé mentale. C'est spectaculaire. Je suis sûr que vous ne l'aviez pas remarqué. Vous connaissez tous la définition de la santé de l'OMS, état de bien-être total, taratata, etc. Est-ce que vous connaissez la définition de la santé mentale de l'OMS? Alors ça, c'est très intéressant. C'est un état de bien-être, alors vous voyez déjà, c'est pareil que l'autre, hein, dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. C'est-à-dire que dans la santé, il n'y a que le bien-être. Dans la santé mentale, il y a le bien-être et la productivité. Et le fonctionnement. C'est complètement fou. Et vous voyez à quel point c'est idéologique. C'est idéologique. Alors du coup, ça me pose problème. Ça me pose problème à deux niveaux. C'est que, quand même, dire une chose comme ça, je ne suis pas militant pour la France insoumise ou tout ça, mais quand même, ça, promis, mais quand même, dire que quelque part, la santé mentale, c'est lié à la productivité, quand même, ça me pose problème. Ça me pose problème. Et dire que le cliniquement significatif, c'est que les gens fonctionnent mal, ça me pose problème en termes éthiques. Mais même au-delà de ça, l'hyperactivité avec déficit de l'attention, par définition, dans la maladie, il y a une altération d'une fonction cognitive. C'est marqué dans l'intitulé de la maladie. Mais regardez dans le détail ce qu'est l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Ce n'est pas une altération, c'est une différence de fonctionnement cognitif. Vous savez que maintenant, on dit que les enfants hyperactifs sont plus créatifs, sont plus spontanés, sont plus, peut-être pas empathiques, mais en relation avec les autres, etc. Alors bien sûr, quand la maladie est extrême, c'est une catastrophe, hein, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Je traite des enfants hyperactifs, je prescris de la Ritaline, etc. Hein. Pas de souci, pas de souci. Mais je vous promets que quand vous traitez un enfant hyperactif, eh bien, une fois sur deux, quand vous interrogez bien, eh bien, il va reconnaître que ses copains le trouvent moins fun que d'habitude. Et que, parfois, ça pose un vrai problème, à la fois d'observance et même un problème de fond, hein, c'est-à-dire de balance bénéfice-risque sur ce qu'on veut faire, sur le comportement ou le fonctionnement de cet enfant. Donc même au niveau, c'est pas qu'un problème éthique, il y a aussi un problème clinique concret qui me gêne de dire que les maladies psychiatriques, leur impact clinique relève d'un problème de fonctionnement. Donc il y a un problème à ce niveau-là, mais même au-delà de ça, j'ai un problème en tant que positionnement ontologique, c'est que c'est pas comme ça que je veux voir les choses par rapport à moi, ce que j'ai défini comme un sujet pensant. Alors vous me direz, c'est mon problème. Sauf que, franchement, dans votre patientèle, combien vous voyez de patients qui ont envie d'être vus comme un système traitant d'information? Ça arrive, mais je vous promets, même les patients, comme je fais beaucoup de recherches dans ma patientèle, j'ai beaucoup de parents qui sont chercheurs en neurosciences. Eh bien, je vous promets que quand ils parlent de leur enfant, c'est plus du tout de la même façon que quand ils sont en conférence pour parler du cerveau. Hein. Et j'ai envie de dire, heureusement pour leur enfant. Donc là, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne, c'est que il y a une espèce de non-dit énorme qui fait qu'il y a un discours qui irrigue tout le soin
et qui repose sur des bases ontologiques qui sont discutables. Alors vous me direz, mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme cliniquement significatif? Eh bien, ce que je propose, c'est la rupture phénoménologique. Ce n'est pas du fonctionnement, c'est la rupture phénoménologique. Alors, phénoménologie, il peut y avoir une ambiguïté sur le terme à cause de l'envahissement de la langue anglaise. Vous savez qu'en langue anglaise, la sémiologie, ça n'existe pas. Vous parlez de sémiologie à des collègues anglophones, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Hein. Pour eux, c'est phénoménologie. D'ailleurs, il y a une nuance dont on pourra discuter un jour sur ce que la sémiologie au sens propre du terme et la phénoménologie, c'est-à-dire l'expression du trouble tel qu'on le voit. Donc les Américains parlent de phénoménologie. Alors que nous, quand nous parlons de phénoménologie, c'est plus en rapport avec la phénoménologie philosophique ou clinique, c'est-à-dire et ce qui marche très bien dans l'exercice clinique, hein, je suis en face d'un patient, tout d'un coup je me force à suspendre mon jugement, c'est-à-dire je m'arrête, j'oublie tout, j'oublie que je suis psychiatre, j'oublie que je suis psychanalyste, j'oublie que je connais le cerveau, j'oublie tout. Je regarde juste un sujet en face de moi avec lequel je parle, et je parle avec lui, et j'essaie de faire dégager de cet échange une impression de ce qu'il est lui et de ce qu'il vit. Voilà, ça c'est phénoménologique, et vous le voyez, enfin, ça marche très très bien dans la schizophrénie. Le diagnostic de schizophrénie, de mon point de vue, est un diagnostic phénoménologique. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs ça portait un nom par un vieux clinicien qu'il appelait le Précox-Gefühl, c'est-à-dire quand je suis en présence d'un patient psychotique, je sens quelque chose immédiatement qui me fait dire qu'il est schizophrène, et en fait c'est issu d'un échange phénoménologique avec lui. C'est une impression, d'ailleurs qui est très difficile à expliciter, avec des mots. C'est pour ça qu'on peut se demander si c'est un signe ou un symptôme au sens sémiologique, et pas autre chose. Donc la phénoménologie, c'est ça. C'est cette espèce d'impression qui dégage du tableau clinique. Eh bien, faisons juste 3-4 minutes de phénoménologie, pas de la maladie, mais du statut de malade. Vous avez tous été forcément un jour ou l'autre dans votre vie malade avec un grand M. Par exemple, vous avez eu une colique néphrétique, une grippe sévère, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au début, vous avez un peu de fièvre, vous avez des myalgies, etc. Mais ça, c'est la vie, hein, ça arrive, voilà. Mais le plus souvent, on va même travailler, on se dit j'ai une crève. Hein. Vous dites à votre copine ou à votre copain, j'ai une crève en ce moment, je t'embrasse pas, etc. Ça va passer, ça va passer. Vous n'êtes pas malade. Vous avez une maladie au sens où on l'a défini tout à l'heure, hein. Mais vous avez une maladie sans être malade. Puisque d'ailleurs vous le dites. Vous dites j'ai une crève, ça va passer. Vous refusez ce statut de malade. Et c'est hyper banal. Hein. Et on a ça en psychiatrie aussi, hein, bien entendu. Beaucoup de consultations, de plus en plus en pédopsychiatrie, on a des patients qui arrivent avec des phénotypes qui sont à la limite de ce qu'on pourrait appeler un malade, et d'ailleurs qui va faire qu'il va falloir passer beaucoup de temps dans la consultation pour dire qu'il ne faut pas prescrire de médicaments, etc. Parce que c'est beaucoup plus difficile de dire qu'il ne faut pas prescrire de médicaments que d'en prescrire un. Donc du coup, on va passer notre temps à dire pourquoi le petit patient n'est pas malade, même s'il a des symptômes qu'on peut retrouver sur Internet. Ça, c'est une expérience de la vie de tous les jours. Et puis, la grippe, brutalement, flambe, et là, vous êtes sidéré. Vous êtes sidéré. Alors, il y a des chercheurs phénoménologistes qui ont essayé d'expliquer le ressenti à ce moment-là. Il y a du désespoir, c'est vrai. Quand vous êtes vraiment malade, vous êtes désespéré. Vous avez même si vous êtes médecin, vous avez l'impression que les médicaments ne vont pas agir. Vous êtes sidéré. Il y a la douleur, mais la vraie douleur, pas se taper sur un doigt avec un marteau. Une colique néphrétique, vous n'êtes plus un être humain pensant, hein, tellement que vous avez mal. Hein. Vous êtes étranger à vous-même. C'est vrai que d'habitude, on est soi-même, c'est une évidence, quoi. Quand vous êtes malade vraiment, vous êtes différent et vous vous regardez comme quelqu'un de différent.
avec une impossibilité d'ajustement. Vous ne pouvez plus, quand vous avez une crève, pendant 5 minutes, vous pouvez dire, bon ben là, je suis plus malade, là, ça va. Mais là, quand vous avez vraiment la grippe, c'est pas possible. Et puis il y a le spectre de la mort. On a peur de mourir quand on est malade. On a peur de mourir. Alors, le spectre de la mort est la rencontre avec le corps et les organes. Quand vous avez une colique néphrétique, et ça c'est quelque chose qu'on oublie toujours, hein, et qui a à voir avec ma déclaration de conflit d'intérêt, c'est que en tant que sujet, je sais intellectuellement que j'ai des organes, je sais que j'ai un rein, et pourtant je ne le verrai jamais de toute ma vie, je ne le toucherai jamais. Donc franchement, est-ce que quelque chose que vous ne verrez jamais, que vous ne toucherez jamais, est-ce que c'est vraiment vous? Donc dans la vie de tous les jours, vos organes sont une abstraction, ils n'existent pas. Ce qui montre bien d'ailleurs le poids du paradigme spirituel. Hein. C'est-à-dire, nous sommes vraiment un esprit, on sait qu'on a un organe. Et le jour où vous avez une colique néphrétique, vous savez que vous avez un rein. Vous savez que vous avez un rein parce que tout d'un coup, vous avez mal à un endroit qui était complètement inconnu de vous. Et quand vous avez la grippe, eh ben c'est pareil, vous avez des espèces vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il se passe des choses et que, effectivement, que vous ignorez complètement. De là, d'ailleurs, je trouve la beauté de la définition originale de Leriche de la santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire que le fait d'être malade, les organes ne sont plus silencieux. Eh bien, alors, vous me direz, quid de la psychiatrie? Eh bien, la psychiatrie, c'est être malade quand vous ne pouvez pas projeter cet état de malade, vous ne pouvez pas le fixer sur un organe à propos duquel vous sentez qu'il est défaillant. Ça vient de l'intérieur de vous, vous en tant que sujet pensant. Alors, vous n'avez peut-être, dans l'immense majorité d'entre vous, jamais expérimenté ce qu'est une maladie, être malade psychiatriquement, mais vous avez malheureusement tous expérimenté un deuil ou une rupture sentimentale violente et douloureuse. Eh bien, vous aviez tout ce que je décrivais, désespoir, sidération, douleur, étranger à soi-même, perte de contrôle, spectre de la mort, et pourquoi pas le suicide, etc. Hein. On a tout ça, sauf que c'est pas le rein, c'est pas sur quelque chose, sur ces organes qui d'habitude nous échappent, que l'on voit que le malade peut concentrer la source de ses souffrances, c'est à l'intérieur de nous, en tant que sujet pensant, que cette souffrance fait naître notre caractère de malade. Dans la maladie psychiatrique, le patient ne peut pas projeter sur une partie matérielle de lui-même l'origine de son trouble. Voilà. Et alors, vous me direz, c'est du baratin, mais je suis sûr que vous avez vu dans votre pratique, que vous avez expérimenté déjà cette bascule de rupture phénoménologique. Je vous raconte juste 3 micro-vignettes cliniques. Des patients qui sont ce qu'on appelle un refus scolaire. C'est c'est banal en consultation pédopsychiatrique. Les 3 sont en première. Le premier, au bout de plusieurs consultations, je me suis rendu compte que ça faisait 1 an et quelques qu'il n'allait pas à l'école, parce qu'en permanence, il se demandait pourquoi il vivait et à quoi ça servait. Alors, je suis sûr que vous pensez qu'il est schizophrène, etc., etc. Pour moi, pas. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'avenir m'a donné raison, comme il était en rupture scolaire, après il a dû travailler chez un garagiste, etc., mais il travaille chez un garagiste sans traitement, etc. C'est authentiquement un sujet qui a une interrogation existentielle majeure, mais quand j'ai parlé avec lui, eh ben, j'étais en présence d'un jeune qui a une interrogation existentielle majeure, comme on peut l'avoir un peu. Je n'ai pas ressenti le fait que tout d'un coup il avait basculé. A contrario, j'ai eu un autre jour un patient, même âge, en première, qui ne va plus à l'école, qui range ses chaussures en long dans sa chambre, qui ferme les volets, qui ne parle plus à personne, etc. Tiens, c'est bizarre, il a un TOC, etc. Et je parle, et tout d'un coup, je me rends compte qu'il est schizophrène. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, ces regards bizarres, le fait de ne jamais rentrer dans la conversation, ce que ses parents m'en disaient,
Et ça a été une rupture brutale. Tout d'un coup, je me suis senti en face de quelqu'un qui était au-delà. Qui était au-delà. C'est ce qu'on appelle une rupture phénoménologique. Le sujet qui est avec moi, en réalité, il n'est plus avec moi au sens de l'échange dans la vie de tous les jours. Et il y a des artistes qui représentent ça. Moi, je trouve que le mieux, c'est ça. Vous savez, c'est les tableaux de Bacon. C'est lui, en principe. C'est un autoportrait. Donc, vous avez comme ça des artistes qui arrivent à montrer que, par moment, donc nous voyons des êtres humains, nous les voyons, et puis un jour, nous en voyons certains complètement déformés. Ils sont, d'ailleurs, ça déclenche une réaction de retrait. Hein, j'ai pas envie de le. Il y a toute la problématique du monstre qu'on a dans la littérature, le monstre qui ressemble à un être humain, mais qui est différent et qui fait peur. Hein. Eh bien, pour moi, le cliniquement significatif, c'est la rencontre avec un tableau de Bacon comme ça. C'est quand. Et d'ailleurs, vous savez que tout le groupe autour du sujet a déjà ressenti la même chose. En pédopsychiatrie, par exemple, vous avez un enfant qui pose problème, il est un peu différent, mais vous dites à l'enseignant, oh, il est un peu différent, mais enfin bon, vous en avez déjà vu. Il dit, ah non, 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 je vous promets, lui, il est vraiment différent. J'en ai vu plein, mais là, je vous assure, dans sa tête, il y a une incompréhension de ce qui se passe. Il n'est pas avec nous, quoi. Il est en dehors d'eux. Il est en dehors. Et c'est là que se passe pour moi le cliniquement significatif. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec une quelconque question de fonctionnement. Vous pouvez avoir des patientes anorexiques sévères qui fonctionnent parfaitement bien. Et quand vous les voyez en entretien, vous avez une réaction de retrait tellement que vous voyez que c'est fou. Tellement que vous voyez que c'est fou. Et donc je terminerai là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, la volonté de faire ce lien entre physiologie et cliniquement significatif relève et traduit, c'est le symptôme de l'existence dans notre discipline d'une idéologie dominante. Je vous rappelle ce que c'est qu'une idéologie. Un système prédéfini d'idées ou de catégories à partir desquelles la réalité est analysée par opposition à une connaissance intuitive de la réalité sensible perçue. Et une idéologie dominante, elle est diffuse et omniprésente, mais généralement invisible pour celui qui la partage, du fait même qu'elle fonde la façon de voir le monde. Eh bien, la physiologie obéit complètement à ça. Elle est une idéologie dominante. Elle est diffuse et omniprésente. Elle est invisible pour ceux qui la partagent. Et pourquoi elle est invisible? Parce qu'elle fonde la façon de voir le monde. Alors ça ne serait pas grave, parce que pour un scientifique, c'est pas grave. On a besoin de façon de voir le monde. Et ça fait avancer les connaissances. On sait bien qu'on est dans un paradigme et qu'il est étroit. Mais bon, voilà, c'est celui qu'on a en ce moment. Mais pour le soin, c'est pas pareil. Pour le soin, c'est pas pareil, parce que cette idéologie nous oblige à avoir une certaine façon de considérer le sujet humain. Et on n'est pas tous tenus d'avoir la même façon de considérer le sujet humain. Merci pour votre attention.